J'allais dire, mon cher Philippe, tu es irremplaçable, donc c'est pas possible. Non, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité, non pas pour conclure ce forum, puisque on est sur cette matière en débat permanent, et donc je ne pense pas qu'on puisse conclure ni vos travaux de ce matin, ni même les travaux qui vont continuer à s'engager dans les semaines, les mois, et voire même les années qui viennent autour de ce concept de la ville 2030. Remercier d'abord Monsieur Pierre Berger, Monsieur Patrick Lucas, à qui je dois cette invitation. Remercier tous les parlementaires présents, tous les présidents présents dans cette salle, ce qui doit à peu près toucher les 2/3 du public qui est en face de moi. Réfléchissez bien tous, vous devez avoir tous au moins une présidence quelque part. Bon. Voilà, vous saluez l'ensemble des élus. C'est toujours un peu compliqué de trouver quelques minutes d'emploi du temps, surtout dans un calendrier parlementaire, politique qui est assez chargé. Mais j'avais au moins 3 bonnes raisons de venir ici, même si je suis obligé de partir assez vite, puisque vous savez que le mardi, c'est à l'Assemblée nationale la séance de questions, que la particularité de cette séance, c'est qu'on ne connaît pas les questions, et donc il faut travailler avant sur les réponses, avant de connaître les questions. Voilà, donc j'aurais besoin de partir un peu plus vite. Donc j'avais 3 raisons, bien entendu, en tant que ministre de la Ville, même si j'ai toujours pour coutume de dire que ministre de la Ville, la dénomination est peut-être un petit peu impropre, vu que je suis chargé d'abord et avant tout des quartiers populaires en difficulté. Je préfère dire que je suis le ministre en charge de la cohésion et de la solidarité urbaine, ce qui n'est pas totalement de côté par rapport à vos réflexions d'aujourd'hui. J'avais une deuxième bonne raison de venir, mais là c'est une raison totalement personnelle qui m'unit entre guillemets à FH, puisqu'il se trouve que mon père travaillait à Fougerolles, et donc j'ai baigné dans le BTP, j'allais dire, et dans le béton depuis ma plus tendre enfance. Voilà, en tout cas pour Fougerolles et FH, c'est une référence chez moi. Et puis parce que j'ai été maire également pendant 11 ans, c'est-à-dire constructeur de ville. Parce qu'un maire, c'est aussi cela, avec, bien entendu, tout ce qu'on peut développer en termes de dynamique économique, sociale, urbaine. Bon. Mais maire de Palaiseau, j'ai eu à être confronté à cette problématique de la construction du logement dans une ville qui est une ville historique, puisque c'était le premier relais de poste entre Paris et Chartres. Bon. Et que donc, lorsqu'on est décidé à faire du logement dans une ville moyenne de 30 000 habitants, même de région parisienne, on est confronté à toutes les difficultés humaines, citoyennes, et puis physiques, tout simplement, à la fois pour retisser le tissu urbain ancien, comment reconstruire la ville sur la ville. C'est quand même un des enjeux si on veut pouvoir répondre à certaines exigences de densification nécessaires au développement durable, et puis trouver les quelques espaces pour inventer, innover. Et il se trouve qu'à Palaiseau, je vous invite dans quelques mois à venir visiter ce qui est un des plus grands écoquartiers de la région Île-de-France, qui est en train de se bâtir actuellement, puisqu'on fait pousser près de 1500 logements d'un seul coup. Voilà, selon la règle des 3/3, social, accession à la propriété, et puis le 3e tiers servant à l'accession sociale sous plafond de ressources, au locatif, intermédiaire. Bref, voilà, on a construit, j'en profite pour saluer François Leclerc, qui a été l'architecte unificateur de l'équipe de 13 architectes qu'on a mis sur ce fantastique chantier, qui a eu la chance de se dérouler en plein moment des élections municipales. Donc je vous dirais au mois d'avril si il est compatible à la fois de gagner des élections municipales et de bâtir du logement en région Île-de-France. Voilà. Parce que là, je pense qu'on a mis le paquet. Bien, je voulais simplement dire en quelques mots que je pense qu'on est effectivement en matière urbaine à un tournant. Et moi, ce que j'avais l'intention de regarder avec vous, c'est comment dessiner les enjeux. Ça a commencé à être dessiné avec les maires de Montluçon et d'Angoulême, sur quelles sont, par rapport à cette vision de la ville à l'horizon 2030, qu'est-ce qu'il ne faut pas qu'on rate, en fait, par rapport à ce formidable enjeu. C'est vrai que on est à un tournant parce qu'il y a depuis maintenant une dizaine d'années, enfin vous seriez trouvé ce forum à 30 ans,
Je ne sais pas quels étaient les débats il y a 10 ans, mais à mon avis, vous ne parliez pas de développement durable. Voilà. Et c'est vrai que petit à petit s'est construit cette prise de conscience liée en grande partie aux événements climatiques, que nous n'avons qu'une seule Terre, et qu'il est absolument indispensable maintenant de prendre en compte cette question du développlement durable. Et c'est pas aux professionnels que vous êtes que je vais expliquer maintenant ce qu'est le développement durable en matière d'énergie, bien entendu, de gestion des déchets, de gestion des ressources, je veux dire, là, y compris sur la question de l'eau. Donc c'est une première dimension indispensable maintenant quand on veut faire de la ville. La deuxième, c'est plutôt le fruit de mon expérience, qui est de dire que nous avons un deuxième enjeu, et ça a été souligné un petit peu sur les interventions précédentes, c'est la question des fractures territoriales dans notre pays. Je les vois, j'y suis confronté. Ce que je vois derrière moi est absolument magnifique et fait rêver. Mais on n'arrivera pas à construire la ville 2030 si on ne prend pas en compte le fait qu'on ne peut pas faire ça d'un côté et laisser d'autres villes à l'abandon de l'autre côté. Parce que sinon, le système ne fonctionnera pas. Et que finalement, construire la ville durable, c'est à la fois réfléchir sur les villes de demain, comment on construit à partir de rien de nouvelles villes, mais comment nous allons petit à petit transformer l'ensemble de nos villes en ville durable. Et cet enjeu Horizon 2030, il est aussi là. Je crois qu'on ne pourra pas laisser, surtout dans un vieux pays comme le nôtre, laisser cohabiter à la fois des territoires qui sont très riches, qui fonctionnent bien, qui eux ont droit au développement durable, à une sobriété énergétique, voire même totalement positive, avec des déchets bien gérés, des réseaux corrects, et puis d'un autre côté, des villes qui seraient à l'abandon parce qu'elles n'ont plus les outils nécessaires pour devenir des villes durables. Donc je pense que c'est quelque chose que nous devons prendre en compte tous collectivement par rapport à l'avenir. Un troisième élément qui est plus positif, c'est celui des nouvelles technologies de l'information. Je pense que là aussi on en est au b.a.-ba. On ne devine pas encore quel est l'enjeu du numérique et donc de la nécessité de se doter des infrastructures numériques dans notre pays. Vous savez que le gouvernement s'y est engagé, y compris financièrement, aux côtés des collectivités ou des acteurs économiques. C'est, je crois, pour moi, un enjeu majeur pour la ville de demain. En matière, bien entendu, de services, d'usage, je crois que la France peut être pionnière en la matière. J'en ai encore la preuve en tant que praticien, puisque Palaiseau sera fin 2014 la première ville sans cuivre. Bon. Et donc, j'aperçois Bruno Janet qui opine du chef, puisque c'est grâce au partenariat avec Orange qu'on a réussi à le faire. Mais on est en train de comprendre comment, du coup, avec ces nouvelles technologies, on va pouvoir faire fonctionner totalement une ville moyenne de région parisienne de manière totalement différente, que ce soit bien entendu dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des services aux personnes âgées, que ce soit dans le domaine de la culture, voilà, tout est en train de s'ouvrir, dans les usages du quotidien aussi. Bon, tout est en train de s'ouvrir avec cette question des nouvelles technologies. Je pense qu'on ne peut pas réfléchir à la ville durable de demain si on ne prend pas en compte cette question des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Après, l'enjeu, et cela préoccupe le gouvernement, puisque vous savez qu'au mois d'août, le président de la République nous a réunis avec Jean Pisani-Ferry sur l'horizon de la France 2025. Bon, ça a suscité des sarcasmes en disant est-ce qu'il n'y a pas plus urgent que de s'occuper de la France de 2025 ? C'est le rôle d'un président et d'un gouvernement, justement, de travailler sur le quotidien en commençant à réfléchir sur l'avenir. Et comme vous n'avez plus entendu parler de ce séminaire, je sais, moi, que Jean Pisani-Ferry, qui est en charge de la coordination, continue à travailler, qu'au mois de décembre, il devra remettre un rapport qui est issu du fruit du travail des commissions. Et il y a un des éléments qui est important, c'est comment rendre à l'horizon 2025, donc, ou à l'horizon 2030, pour reprendre votre thématique, comment rendre les villes accessibles. Parce que je crois que c'est l'enjeu principal qui réunit l'ensemble des discussions que vous avez pu avoir ce matin. Moi, j'ai coutume de dire que
L'enjeu, c'est que la ville devienne ou redevienne mixte. D'une part, qu'elle redevienne mixte socialement, parce que lorsqu'on a des enjeux de sécurité, entre autres, moi que je connais bien dans les quartiers que je visite, lorsque je connais aussi des villes qui sont mixtes socialement, le rapport entre les deux se voit tout de suite. Voilà, l'insécurité est 15 fois moindre, Philippe Lavaux le sait bien, une ville mixte, c'est une ville sûre. Bon. Et quand on voit les moyens financiers que l'on met actuellement dans la sécurité, au-delà du fait que c'est plus sympathique en termes de rapport humain d'avoir une ville sûre qu'une ville où on a des quartiers interdits, je pense que cet enjeu de la mixité sociale est vraiment un enjeu très très important sur lequel nous devons tous travailler. Et tout le monde regarde un peu quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontés. Je pense aux professionnels du bâtiment, entre autres, pour construire du logement. Donc on évoque les normes, on évoque un certain nombre de choses. Moi, j'évoque un problème qui est comment faire pour que la ville accessible, la ville mixte socialement, elle ne peut l'être que si on travaille un jour sur la question du prix du foncier et la façon dont il se fabrique. Voilà. C'est très compliqué, mais pour moi, c'est un des enjeux majeurs des prochaines années, y compris quand on compare à ce qui se passe à l'étranger. Il faut qu'on travaille, surtout bien entendu dans les zones tendues, sur comment se fabrique ce prix du foncier et comment petit à petit on arrive à rééquilibrer pour qu'on puisse construire de la ville mixte socialement. Il faut qu'une ville qui soit mixte, elle doit être accueillante aussi également à toutes les générations. On est en train de travailler, bien entendu, sur les questions du vieillissement, et tout le monde s'en félicite. Il faut que dès maintenant, nous réfléchissions à comment cette ville va être accessible aux plus anciens. Parce que là encore, il n'y a pas de ville durable si toutes les générations ne peuvent pas s'y intégrer. Et la troisième chose qui me semble tout aussi importante, c'est que cette ville elle soit mixte fonctionnellement. Je crois qu'on ne peut plus maintenant, et ça a été encore souligné par nos deux praticiens, on ne peut plus séparer la question de l'organisation de la ville et la question du développement économique. Le développement économique, il a souvent été vécu par les élus comme étant simplement source de manne financière, entre autres avec la taxe professionnelle. Résultat, on posait à l'entrée, à la sortie des villes, à côté, partout où ça ne se regardait pas, des zones industrielles. Et je pense que l'un des moteurs maintenant d'une ville dynamique, ça doit être le développement économique. Et donc, du coup, ça suppose d'avoir un urbanisme qui soit totalement différent, qu'on réintègre à l'intérieur des zones industrielles de l'habitat et des services, et inversement, qu'on arrive à reconstruire des... Et quand je vous dis ça, c'est parce que c'est un moteur économique, mais c'est aussi un moteur social, et on reboucle la boucle avec la ville mixte socialement, parce que par le développement économique, on peut reconstruire du développement social humain. Voilà pour moi quels sont les trois enjeux. Et puis le dernier, c'est que je crois que tout le monde doit être intimement persuadé. On ne pourra pas construire, le maire de Montluçon parlait des citoyens consommateurs. C'est vrai que nous sommes tous confrontés à cette question-là, mais en même temps, je crois que nous ne pourrons pas construire la ville sans les citoyens eux-mêmes. Et que nous avons, au-delà de la démocratie participative, à envisager comment développer une association des citoyens à la construction de ce que peut être la ville de demain. Je crois qu'on peut avoir beaucoup d'apports positifs. Et ça me permet de faire la transition avec le fait que le ministère de la Ville, donc ministère de la Cohésion urbaine, se veut un peu précurseur par rapport à cette réflexion et surtout précurseur dans l'action. Je vais prendre deux éléments. Vendredi, à l'Assemblée nationale, a été discuté en première lecture le projet de loi sur la ville. Il passera au Sénat début janvier pour une adoption fin janvier. Bon, c'est pas le sujet qui, pour les médias, était le plus exaltant, mais je pense que nous avons posé à l'intérieur de ce projet de loi des éléments qui doivent vous concerner. Le premier, d'abord, c'est la nouvelle génération de contrats de ville. Ces contrats, maintenant, c'est-à-dire des contrats passés entre l'État et les collectivités, doivent être des contrats globaux, où on va gérer à la fois, pour les quartiers de la politique de la ville, les questions urbaines et les questions sociales. Et c'est majeur, puisque si on veut effectivement réussir les futurs quartiers de demain, il faut qu'on prenne en compte l'ensemble de ces dynamiques. Mais surtout, on va élargir le nombre d'acteurs signataires des futurs contrats de ville.
Et à côté des maires et des préfets pour l'État, les chambres de commerce et d'industrie vont signer, les bailleurs vont pouvoir signer aussi, les acteurs économiques d'un territoire donné pourront signer ce contrat de ville. Et ce contrat de ville, c'est quoi? C'est l'élaboration d'un territoire pour les 6 années du mandat municipal, reposant surtout sur un diagnostic. Il y a un diagnostic qui soit commun. Et donc, voilà, nous avons un enjeu et un outil à partir du mois de mars pour commencer à construire de la ville ensemble, et pas uniquement en raisonnant les quartiers en difficulté, mais en raisonnant comment on réinsère ces quartiers en difficulté à l'intérieur de leur territoire. Et donc, comment petit à petit on refabrique la ville de 2030. Parce que c'est maintenant que se construit cette ville de 2030 à travers ce contrat global. Et puis il y a un deuxième enjeu, c'est qu'on va réinjecter de l'argent dans un nouveau programme national de renouvellement urbain. Vous savez que le PNRU 1 est en train d'être à la moitié de sa réalisation. On va le laisser se poursuivre, mais on va engager un nouveau programme, donc un NPNRU, en sachant que le R a changé. Avant, c'était rénovation urbaine, maintenant, ça sera renouvellement urbain. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, parce que là encore, là où on a traité il y a quelques années des quartiers en difficulté avec simplement un objectif, on démolit, on reconstruit, là, il s'agit de travailler sur l'enclavement du quartier, donc sur les questions de transport, sur bien entendu, et l'ANRU va être disposé de crédits spécifiques sur les questions énergétiques, sur les questions de déchets, sur les questions d'eau, bref, sur comment on refait de la ville à partir de ces quartiers urbains en difficulté. Et puis, l'une des choses qui est passée dans la loi aussi, je sais que vous y êtes attentifs, c'est que le fait que, et je vais terminer là-dessus, c'est que l'ANRU, donc l'Agence nationale de rénovation urbaine, va maintenant avoir des compétences internationales. Ça a été mis dans la loi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bénéficier, se servir de l'ingénierie de l'ANRU, de son expérience et un peu de son savoir-faire, pour aller effectivement vendre entre guillemets, un modèle français de construction de la ville. Je sais que c'est très très important, à la fois bien entendu pour l'ensemble de nos entreprises, mais par ailleurs parce que le fait d'aller exporter à l'étranger, tout ce que nous ferons à l'étranger sera profitable sur notre territoire. Et donc, nouveau contrat de ville, le fait d'avoir une agence nationale qui se dote de compétences internationales fait que le ministère de la Ville va bien entendu continuer à participer à cette réflexion. Je vous invite vous-même à participer à la réflexion du futur Institut de la ville durable, qui doit effectivement réunir acteurs économiques, acteurs sociaux, élus, gouvernement bien entendu, parce que c'est à l'intérieur de cet institut qu'on pourra fabriquer la ville de 2030. Merci en tout cas de m'avoir invité. Sachez que moi j'aurai à cœur de continuer à suivre vos travaux. Et j'espère que vous aurez à cœur aussi de vous intéresser à ce que peut faire à la fois le ministère de la Ville et surtout ce que nous faisons pour ces quartiers qui en ont tant besoin. Merci.